Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin, c'est avec Bertrand Godinot. Bonjour, vous êtes le directeur général d'EasyJet en France. On va parler de décarbonation, on va parler de salaire, puisque nous sommes dans une matinale spéciale salaire ce matin. Mais avant, on va parler de cette annonce de commande que vous nous faites en exclusivité. Vous venez de faire une grosse commande auprès d'Airbus. Donc bonjour, merci de m'accueillir ce matin. Effectivement, on vient d'annoncer, en fait, la stratégie d'EasyJet est vraiment de travailler vers une décarbonation de l'avion, vers une innovation. Et on est très heureux d'annoncer ce matin une nouvelle commande de 157 avions A320 Neo et A321 Neo, plus une option pour 100 avions supplémentaires. Et ça fait vraiment partie de cette stratégie d'avoir des avions qui sont à la fois plus économes en kérosène, avec environ 15% d'émissions par kilomètre et par passager de moins que les générations précédentes, mais aussi 50% d'émissions de bruit au décollage et à l'atterrissage. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. C'est une grosse commande, 257, dont une option sur 100. Est-ce que, comme beaucoup d'autres compagnies aériennes, vous prenez un peu des précautions parce que les constructeurs ont beaucoup de mal à monter en cadence? On l'a encore vu avec les chiffres d'Airbus hier. Est-ce que vous vous dites... il faut mieux faire des réserves d'avions. Et est-ce qu'à un moment donné, tout ça ne va pas créer une sorte de bulle de commande d'avions? Alors en fait, déjà nous, les avions de dernière génération, on s'est pas réveillé la semaine dernière pour les commander. On en a commandé en 2014 et aujourd'hui, on a 20% de notre flotte sur les 340 avions de la flotte qui sont déjà de cette nouvelle génération. Et d'ici octobre l'année prochaine, on aura 25%. Donc on est dans une logique qui s'inscrit dans la durée. Et après, on a besoin de continuer à renouveler cette flotte. On a besoin. Vous avez vraiment besoin de tous ces avions? En fait, il y a une partie qui est du renouvellement de flotte. C'est-à-dire que vous prenez des avions plus anciens, qui sont plus émetteurs en kérosène, et prenez des avions plus modernes, et qui sont aussi plus grands, et donc qui permettent à la fois de bénéficier d'un avion plus efficace, mais aussi d'avoir plus de passagers à bord, et donc de s'assurer que l'impact individuel soit le plus faible possible. Mais est-ce que ça veut dire que dans la décarbonation, la meilleure des choses à faire, c'est de virer les vieux appareils, que finalement, sur la question des SAF, on voit qu'on est assez en retard, on a du mal à produire, et que c'est ça, les carburants de synthèse, la meilleure solution? Donc, en fait, il y a plusieurs éléments. Donc, on a annoncé en septembre de l'année dernière notre feuille de route vers du net zéro, donc zéro émission carbone d'ici 2050. On a déjà diminué de plus de 30% nos émissions de carbone depuis 20 ans. On s'est engagé à le réduire d'encore de 35% d'ici à 2035. Et donc, il y a effectivement on a besoin de renouveler la flotte, c'est un élément important. On a aussi d'autres éléments. On a annoncé aussi cette semaine tout un travail sur la capture carbone. Et puis après, il y a aussi un travail un peu plus collectif, notamment sur finalement le contrôle aérien, où on pourrait gagner 10% d'émissions carbone en étant plus efficace au niveau européen. Est-ce que vous faites du greenwashing avec toutes ces annonces? Parce que le gouvernement, vous avez vu, il y a le ministre des Transports qui dit quand même, c'est choquant, toutes ces compagnies low cost qui proposent des prix très très bas pour aller à l'autre bout de l'Europe. On est en pleine phase de décarbonation, la planète se réchauffe, on est sans doute dans un cycle un peu irréversible. Est-ce que par exemple il faut imposer comme l'envisage le gouvernement, des prix minimum sur les billets d'avion? Alors, en fait, nous, on est vraiment dans une logique d'arriver à offrir un rapport qualité-prix. Donc, c'est pas le prix le plus bas, mais on veut permettre au plus grand nombre de pouvoir voyager pour retrouver sa famille, pour pouvoir partir en vacances. Et effectivement, dans un contexte inflationniste, c'est important quand même que les gens puissent continuer à voyager. Ensuite, on a fait tout un travail sur notre gestion des coûts et on vient d'annoncer nos résultats financiers ce matin. À l'instant, donc 450 millions de livres sterling sur l'exercice qui clôt au 30 septembre. C'est bien parce que vous étiez en perte l'année d'avant. Donc on était effectivement en perte l'année d'avant, mais sur la partie, ce qu'on a réussi à faire, c'est malgré un contexte inflationniste assez fort, à maintenir, à même baisser en fait nos coûts sur le dernier trimestre par kilomètre et par passager. Et donc c'est un point important du contrôle des coûts. Donc on n'a pas besoin d'augmenter de manière très forte puisqu'on arrive à gérer notre base de coûts de manière très efficace. Oui, mais là, c'est pas pour vous la taxe, c'est pour la planète. Tout à fait. Alors déjà le point important, c'est pour ça que nous on a une transition vers du net zéro, c'est pour être capable de transitionner, d'avoir une transition forte. Le prix minimum, en fait, c'est tout à fait relatif parce que si vous faites un voyage long courrier, un prix minimum, aujourd'hui 6% des vols représentent plus de la moitié de l'empreinte en carbone. Nous, on est sur des vols beaucoup plus courts, qui ont beaucoup moins d'impact. Si vous allez en
encore, ça sera difficile de le faire en train. Donc ça dépend de votre destination. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, nous, on est aussi dans une logique. On est aujourd'hui la deuxième compagnie en France, mais on est la première sur les régions. Et donc, un des points importants, c'est de pouvoir connecter les régions entre elles. Et donc, si vous faites un Nice-Brest, c'est évidemment beaucoup plus simple aujourd'hui et beaucoup plus rapide de le faire en avion et également beaucoup moins cher. On vous sent sur la défensive, mais c'est normal. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand le gouvernement dit qu'il faut imposer un prix minimum sur les voyages en avion ? En fait, on ne voit pas le rapport entre un prix minimum et l'impact carbone. Donc, s'il y avait un impact carbone, pourquoi pas ? Mais il n'y a pas de lien entre les deux. Et donc, si ça financera pas en fait. Ça financera pas. Ce qui est important, c'est plutôt d'avoir une logique d'accompagner les compagnies à innover. Encore une fois, on a commandé des avions en 2014 qui sont des avions de nouvelle génération. Il y a beaucoup de compagnies qui commencent à le faire que maintenant. Et en fait, il faudrait mieux peut-être plutôt dire, on va faire des incentives pour que les compagnies investissent dans des avions plus modernes qui sont moins émetteurs, plus que de dire je vais faire payer et je maintiens juste pour le voyage pour les riches. Tout le monde a le droit de voyager. Il n'y a pas un privilège. Le voyage en avion, c'est pas un transport de riches, c'est un transport pour tout le monde. Et vous avez fait un été record en matière de passagers. Est-ce qu'on est revenu là globalement au niveau d'avant Covid ? Donc effectivement, on est revenu cet été au niveau d'avant Covid. On a eu à peu près une augmentation de 8% de notre capacité par rapport à l'été dernier. Donc on sent bien que les gens, ils ont envie de revoyager, ils ont envie de retrouver leurs amis, leurs familles, de profiter du soleil, de profiter, simplement de changer les idées. Et donc on se réjouit de ce retour des passagers sur nos lignes. Alors vous êtes sur une matinale spéciale hausse de salaire. On l'a pas fait exprès, mais voilà, c'est tombé par hasard. Vous avez beaucoup de problèmes l'an dernier avec vos salariés sur les hausses de salaire, des négociations comme beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de lâcher un peu du lest parce qu'il y a un contexte social, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat? Et est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut davantage augmenter vos salariés? Alors en fait, il faut voir que l'année dernière, on était dans un contexte un petit peu particulier, puisqu'en fait, on avait, pendant la crise, demandé à nos salariés d'avoir un gel des salaires. Et on remercie les employés d'avoir fait cet effort-là. Aujourd'hui, on a pu maintenir l'ensemble des 1800 emplois en France. On a pu maintenir l'ensemble des 7 bases sur le territoire français grâce à ce travail qui a été fait. On avait, et c'était très difficile de savoir quel serait le retour en termes de profitabilité. Aujourd'hui, ça fonctionne mieux. Donc c'est pour ça qu'on a l'année dernière effectivement relancé. C'était beaucoup, 7,5 sur le salaire de base, 3,5 sur le variable, plus une prime Macron de 3 000 euros. Donc c'était un beau package. Donc après, ça dépend des populations et des grades, etc. Mais effectivement, on avait fait de manière assez significative puisqu'on avait eu finalement un rattrapage par rapport aux années où il n'y avait pas eu d'augmentation de salaire. Plus la menace de grève avant Noël. C'est-à-dire que ça a bien fonctionné, la menace. Non, parce que je vous dis ça, parce que comme il va y avoir les JO, je me demande si vous allez être menacé à nouveau. Le dialogue social est quelque chose d'important. Je pense qu'on est la seule compagnie à pas eu à avoir de grève dans les années précédentes. Donc on a un dialogue social qui est fort. Grâce aux hausses de salaire significatives. Grâce aux hausses de salaire, mais aussi, je pense qu'on est considéré par nos employés par une compagnie responsable. Les sujets de responsabilité ne sont pas que environnementaux, sont aussi avec nos équipages, avec le fait qu'on ait maintenu l'ensemble des emplois malgré la crise. Et on a tous fait des efforts. Et je remercie tous les employés d'EasyJet pour le travail qui a été fait sur ces 3 dernières années qui ont été quand même très compliquées. Est-ce qu'il faut faire d'autres efforts? Vous publiez là ce matin des résultats positifs, tant mieux. C'est une entreprise, elle doit gagner de l'argent. 450 millions de livres pour l'exercice. Est-ce que du coup, il faut faire un effort supplémentaire dans les NAO qui vont... En fait, dans les NAO, en l'occurrence, suivant les populations, on a déjà clos les NAO pour les PNC. On avait avancé un petit peu sur le calendrier. On aura les NAO en début d'année avec les pilotes, et donc on verra effectivement à ce moment-là comment on avance sur ces sujets-là. Un mot sur la situation en Israël. Les lignes EasyJet Europe-Israël sont arrêtées. Jusqu'à quand est-ce que vous avez une visibilité? Surtout, pourquoi cette décision alors qu'il n'y a pas d'interdiction
interdiction de voyager. Donc effectivement, il n'y a pas d'interdiction, c'est une mesure de précaution. La sécurité de nos employés et de nos passagers est notre priorité. On a samedi effectivement décidé d'arrêter l'ensemble des vols sur notre réseau. La DGAC nous autorise à le faire, les autorités israéliennes nous autorisent à le faire aussi. On regarde de manière très précise ce qui se passe pour savoir quand est-ce qu'on pourra reprendre. C'est une décision qui est assez complexe et sur laquelle nos équipes liées à la sécurité travaillent d'arrache-pied pour voir quel sera le bon moment. Mais avant tout, moi on est surtout attaché effectivement à une situation qui est quand même très douloureuse, très compliquée. Et donc c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux gens qui veulent rejoindre la France ou la France rejoindre Israël. Ça fait partie des éléments importants de la décision qu'on prendra dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Bertrand Godineau, directeur général d'EasyJet France, d'avoir été notre invité.